Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je crois, pour cette 149e, je crois qu'on approche des 150 émissions de Justice Citoyenne, regard croisé entre citoyens et avocats avec Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, également avocat au barreau de Paris, comme on l'avait déjà évoqué dans différentes émissions. Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, mes excuses, je n'étais pas là, j'ai vu que j'ai pu regarder une partie d'émission. Merci des excuses que tu as présentées en mon nom, David. Voilà, j'ai une période très full là jusqu'à la fin d'année, donc je vais essayer d'être là le maximum possible, notamment les lundis soirs pour discuter. Mais lundi c'était très charrette, vous savez, avec mes deux activités, et je ne peux pas spécialement lésiner sur le travail. Bref, fini un petit peu les excuses. Je suis là ce soir, c'est le principal. On va parler notamment justement de notions d'ajournement. Alors justement, je vais redécouvrir, on va dire encore une fois, pas mal de choses avec vous, puisque on va parler, voilà, quand vous avez un examen notamment qui est ajourné, quels sont vos droits. Il est vrai que j'ai jamais entendu quoi que ce soit sur le sujet, et puis voilà, donc on va discuter de tout ça. On a préparé également donc quelques questions. Merci également à la régie, David, d'avoir préparé ce sujet. Je note une petite chose, je sais pas si c'était pareil la semaine dernière, j'aime pas mal la déco là, comme ça, belle lumière, etc. Alors moi j'ai une caméra frontale qui adapte elle-même la lumière, alors j'ai essayé de faire quelque chose de plus jaune ou autre, mais je suis pas spécialement satisfait du résultat, j'ai pas encore tes moyens techniques, David. Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Merci pour ta remarque, parce que c'est exactement la remarque que je me faisais à l'instant. Je pense qu'avec Gauthier, on a vraiment trouvé un cadre qui commence à devenir assez professionnel. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On n'a pas encore le studio, hein, vous savez, hein, pour ceux qui nous suivent, mais on va changer de locaux dans quelques mois. Les travaux ont commencé, et dans ces nouveaux locaux, il est prévu que j'installe un véritable studio. Je vais beaucoup m'inspirer de ce que j'ai vu chez GPTV, et évidemment, je suis vraiment impatient, d'une part, qu'on fasse la 200e ensemble, Pierrick, dans les studios, et d'autre part, de pouvoir vous montrer un peu la qualité et le professionnalisme qu'on va pouvoir mettre dans le son, l'image et les lumières. Vous en avez déjà un petit aperçu là juste derrière, donc je pense qu'on est en train de monter en qualité. On avait déjà la qualité sur le contenu, on a dorénavant la qualité sur la forme, et tu sais très bien ce qu'on dit, Pierrick, avec la forme, c'est le fond qui remonte. Donc, si vous pensez que ça peut mettre en avant davantage toutes les informations qu'on vous fait passer, c'est une bonne chose. Alors, en tout cas, super. Et puis voilà, je profite, comme vous savez, de temps en temps, il m'arrive de descendre dans le sud et de toujours passer faire un coucou à David, qui a pu, lorsque on avait fait l'émission ensemble là, il y a quelques semaines, qui a pu me montrer justement ces fameux nouveaux locaux là juste avant les travaux. Donc c'est pas juste des paroles en l'air, je pense que ça va être vraiment très chouette. Il nous a montré exactement où elle est, les bureaux, etc., etc. Franchement très ambitieux, et je pense que ça va être vraiment très chouette, donc j'ai hâte. Et puis n'hésitez pas, moi, comme je dis, je fais une petite pub au hasard également sur ma chaîne YouTube. Vous avez un petit lien Tipeee si vous souhaitez contribuer pour que je puisse, si éventuellement, pour éventuellement m'équiper un petit peu davantage, si on le souhaite, voilà, pour les prochaines émissions, et pour être au même niveau, je dirais, que la qualité de David. Alors, cher David, ce soir, on va parler d'ajournement. En effet, alors quand il y a eu la proposition du sujet, je me suis dit, attends, j'ai déjà entendu ce terme, c'est quoi déjà? De quoi parle-t-on? Et en fait, quand il y a des examens, on va dire, ajournés, qu'en est-il? Quels sont les droits? Ça tombe bien, parce que ça m'a fait penser à un collègue, notamment, qui avait passé, je sais pas si c'est le sujet évoqué, peut-être ça puisse à l'oreille, où il y avait eu un risque une suspicion de triche, notamment pour un concours national de capitaine pompier professionnel de la fonction publique, avec le concours ajourné. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec tout le monde qui est finalement, en fait, un petit peu, qui vient de passer son concours, qui a participé à tous les examens, qui a tout préparé, et qui se retrouve comme ça. Pour l'instant, c'est ajourné. Il y a une pause, entre guillemets, il y a un arrêt. En fait, voilà. Qu'en est-il? Je pense que c'est de ça que tu vas nous discuter ce soir, cher David. Ton micro est coupé. Pardon. En effet, mon cher Pierrick, j'ai vu que la question de la décision d'ajournement, c'était pas un sujet qui était très connu du grand public. D'ailleurs, on a fait un sondage sur la question de savoir si vous avez déjà été ou non ajourné. À ce jour, il y a 2 personnes qui ont participé à ce sondage. Je pense que ça n'a pas du tout été compris. Tant mieux, parce que ça veut dire qu'on va aborder aujourd'hui un sujet qui est peu connu et pourtant qui nous concerne tous.
Pourquoi? Parce que être ajourné, ça veut dire que vous avez raté un examen, un concours, un diplôme. Et donc forcément, ça peut tous nous impacter à un moment donné de notre vie, parce que je vous invite évidemment à continuer d'acquérir tout au long de votre vie des connaissances. Et ces connaissances, pour qu'elles puissent être reconnues officiellement, elles sont très souvent sanctionnées par un diplôme, un examen, un concours. Et c'est comme ça qu'on fait pour, effectivement, aujourd'hui, avoir des diplômes, se professionnaliser ou avoir une reconnaissance des acquis de l'expérience. Donc, je pense que maintenant qu'on le dit, on a tous passé des examens dans notre vie, à commencer par le brevet des collèges, par exemple, ou simplement le permis de conduire. C'est un examen et on peut le rater. Dans ce cas-là, si on le rate, on est ajourné. Donc ça vient de là. Et une décision d'ajournement, c'est quoi? C'est le petit document qui vous dit que vous n'avez pas réussi votre examen. Alors, à la fois, je vous souhaite de ne jamais être ajourné, puisque c'est toujours vécu comme un terrible échec. Et en même temps, il faut pouvoir connaître ça si on veut un jour avancer dans la vie. La vie, finalement, c'est pas que des réussites successives, c'est des échecs et des réussites. C'est d'ailleurs parce qu'on a eu des échecs que les réussites ont encore une bien meilleure valeur. Alors, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter là-dessus, puisque si je vous parle d'ajournement, je vais forcément vous parler un peu de ma période étudiante, mais j'avais surtout envie aujourd'hui de parler des étudiants, des diplômés que j'accompagne régulièrement chaque année. Chaque année, j'ai une dizaine de clients qui sont de jeunes étudiants et qui se retrouvent ajournés, parfois injustement. J'ai justement des anecdotes par rapport à ça. Et dans ce cas-là, que faire? Que faire? C'est pas particulièrement simple, mais surtout, il est possible de faire quelque chose. Et c'est là où je trouvais que l'émission de ce soir était particulièrement utile. Utile parce que, justement, elle va nous permettre ce soir de découvrir comment on fait pour contester une décision d'ajournement, surtout et avant tout lorsque cette décision d'ajournement est manifestement illégale. D'accord? Il ne s'agit pas de contester systématiquement l'appréciation d'un jury, libre à eux d'estimer si vous avez les compétences ou non, mais parfois, clairement, le jury a manqué à sa mission et justement, on va pouvoir en parler. Alors maintenant que j'ai clarifié ce qu'était une décision d'ajournement, vous pouvez répondre au sondage qu'on a posé sur notre Instagram. Je ne sais pas s'il y avait aussi Facebook. Donc si vous n'êtes pas déjà sur Instagram et Facebook, allez-y, c'est intéressant. On ne publie pas exactement les mêmes contenus, vous verrez. Et ça vous permettra de nous dire si vous avez déjà été ajourné. Bon, dites-nous vous aussi si vous avez déjà fait l'objet d'un ajournement manifestement irrégulier. Alors, merci. Et puis, tu vois, tu fais bien de repréciser parce que malgré que j'ai commencé à lire l'article également juridique tout à l'heure, j'avais, on va dire, une idée faussée également de ce qu'on appelait l'ajournement. Donc, je pense que ça va être assez précieux. Donc, du coup, est-ce que maintenant qu'on a clarifié un petit peu, est-ce que, selon toi, déjà, je pense que c'est là-dessus où tu voulais aller, est-ce qu'on a affaire, en fait, finalement, à une décision administrative ou pédagogique? Alors, la décision d'ajournement, ça peut être un bulletin, ça peut être aussi un simple mail ou un courrier qui vous dit que vous ne pouvez pas accéder à l'examen, au concours ou au diplôme pour lequel vous avez postulé. Par conséquent, c'est un échec. C'est pour ça qu'il est souvent très mal vécu. Et cet échec est encore plus mal vécu si vous estimez qu'il n'est pas régulier. Et quand je dis régulier, vous verrez, on va parler tout à l'heure des arguments qu'on peut invoquer qui peuvent conduire effectivement à l'annulation d'une décision d'ajournement. Donc clairement, oui, c'est une décision administrative. On a tous au moins un jour eu un diplôme ou un examen qu'on a passé et qui nous a conduit soit à le réussir, soit à être ajourné, donc à échouer à cet examen. Donc l'ajournement, c'est la décision du jury qui refuse la réussite d'un candidat à un examen ou un concours, tout simplement. Vous voyez bien aujourd'hui, maintenant qu'on a défini ça, c'est assez simple. Alors, petite anecdote que j'avais envie de vous raconter. Moi, j'ai plus facilement passé mes 2 Master 1 et Master 2 que je n'ai passé l'examen du permis de conduire. Allez savoir pourquoi. Permis de conduire, ça n'a jamais été extrêmement simple pour moi. Et à l'époque, clairement, ça a été une véritable difficulté. J'ai mis, malgré ma postulation en tant que conduite assistée, donc conduite accompagnée, donc j'avais fait conduite accompagnée pendant 2 ans, j'ai mis plus de 2 ans à passer l'examen du code, et après, vous savez, vous avez un examen pratique qui vous permet d'avoir, avec un examinateur, vérifier que vous respectez bien les règles de conduite et que vous êtes capable et apte
à conduire. À l'époque, j'ai dû repasser quand même l'examen 3 fois. Donc, alors je ne suis pas un mauvais conducteur, hein, j'ai d'ailleurs tous mes points. En revanche, clairement, j'avais du mal à gérer mon stress pendant cet examen, parce que c'est un examen. Lors de mon premier échec, j'étais sorti d'une voie de décélération un peu trop rapidement. C'était 90, 70 alors qu'on était encore sur la voie rapide, 50 et 30 un peu plus loin. Donc évidemment, j'ai pas pilé comme aurait exigé normalement l'examinateur. Ça aurait été dangereux. Mais oui, on avait une voie de décélération qui était extrêmement courte et qui décélérait vraiment très rapidement. Donc je ne décélère pas assez rapidement. Je me retrouve encore à 70 km/h là où je dois être à 30. Il appuie sur la pédale, fin de l'aventure, monsieur, vous repasserez votre examen. Bon, ici, pas de souci, hein, décision d'adjournement, je trouvais parfaitement objective, je ne décélère pas assez rapidement, bah, tant pis pour moi, c'est la vie. J'ai pas contesté cette décision d'adjournement. En revanche, la deuxième fois, vous allez voir, c'est particulièrement injuste, je fais tout bien, je fais le créneau, je fais mes manœuvres, je suis capable de répondre aux questions, et puis nous sommes à 200-300 mètres du retour de la boucle que nous venons de passer. Il me dit, au moment de passer au moment de céder le passage, de faire davantage attention parce que c'est à son sens un peu dangereux. C'est son appréciation hein, purement subjective, mais pourquoi pas. Je me tourne vers lui, je fais un sourire parce que je m'en excuse et je reprends ma conduite. Que n'avais-je pas fait ce jour-là, puisque à partir de ce moment-là, j'ai eu un flot incessant de paroles pour m'expliquer à quel point j'étais finalement incorrect, parce que je venais de lui faire un sourire narquois. Et oui, le sourire narquois que j'avais eu en simplement présentant un visage, on va dire, aussi agréable que possible face à une remarque, une réprimande qu'on venait de me faire à un examen. Autant vous dire que je n'avais pas du tout envie de faire le malin. Je ne sais pas à quel moment il a pu penser que c'était intelligent que je fasse le malin, mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas pu m'exprimer, je n'ai pas pu dire quoi que ce soit, puisque à partir de ce moment-là, je n'ai pas pu parler du tout. En fait, il a de cesse continué d'expliquer à quel point la jeunesse d'aujourd'hui était totalement irrespectueuse et que ça ne se faisait pas hein, de se moquer de l'examinateur et que lorsqu'il demandait à ce que je prenne en compte une consigne, eh bien, je ne devais pas le regarder en rigolant ou en tout cas avec un sourire narquois. Voilà comment j'ai raté mon deuxième examen. Évidemment, la première fois, pas de difficulté. La deuxième fois, bon, j'ai quand même trouvé que c'était particulièrement cavalier, puisque clairement, il n'y avait aucune volonté quelconque de ma part d'être désagréable. On est face ici à une décision d'adjournement que je trouverais particulièrement injuste. Et aujourd'hui, clairement, si j'avais eu cette connaissance à mon époque, eh bien, j'aurais très probablement contesté cette décision parce que elle a manqué d'impartialité. Ce monsieur, visiblement, avait un avis très tranché sur ma personnalité et ça a influé sur sa décision puisque au moment où je sors de la voiture, à l'époque, on remettait encore la décision de l'examen directement sur place. Il me dit, eh bien, on arrive à un résultat insuffisant, et il entoure insuffisant, et il me délivre donc le fameux papier qui m'explique que je suis ajourné. Donc deux choses à retenir, l'impartialité d'un jury c'est extrêmement important, et l'impartialité de l'examinateur l'est tout autant. Première chose. Deuxième chose, eh bien ce petit papier où on entoure ajourné, en tout cas insuffisance, eh bien c'est une décision d'adjournement. Vous voyez, c'est très concret, hein, c'est vraiment la vie de tous les jours. Donc ça, déjà, je trouvais que c'était important de revenir dessus parce qu'on a tous été au moins une fois ajournés. Hein. Dites-moi si vous avez réussi votre permis de conduire du premier coup. Hein, ça m'intéresse, vous serez meilleur que moi. Bon, c'est pas très compliqué, vous allez me dire. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant et vous allez voir qu'on va apprendre plein de choses aujourd'hui. Alors, mon cher Pierrick, maintenant que j'ai juste recadré ça, j'avais envie de vous faire part de cette anecdote. Toi, tu as réussi ton permis du premier coup ? De mémoire... il me semble que oui, je crois que c'est le permis poids lourd, parce que j'ai également un permis poids lourd. Par contre, j'ai dû passer la deuxième fois, il me semble, pour le permis poids lourd, parce que voilà, c'était un petit peu plus compliqué également. Alors, toi aussi, tu as été ajourné, mon pauvre, tu rejoins le camp des ajournés, et oui, ça arrive. C'est exactement ça. Alors du coup, on se rend compte que, encore une fois, comme je dis très souvent sur les lives, moi j'apprends toujours plein de choses lors de ces émissions, au-delà également d'animer. Du coup, on se rend compte qu'en fait, l'ajournement en fait concerne de multiples situations. Alors finalement, du coup, en fait, dans quel cas est-ce qu'on peut contester ou non ? Je pense que maintenant c'est là où tu vas nous emmener.
Tout à fait. Alors maintenant qu'on a bien défini ce qu'était une décision d'ajournement, c'est quand même très simple, hein, ça nous concerne tous. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut contester ce type de décision? Oui, oui, clairement, on peut contester une décision d'ajournement. Encore heureux, mais rappelez-vous, malheureusement, une très grande majorité de la population l'ignore totalement. D'ailleurs, vous ne saviez vous-même pas ce qu'était une décision d'ajournement avant qu'on commence cette émission. Alors, j'ai essayé de regrouper en deux catégories, hein, puisque vous retrouverez l'article de l'émission de ce jour qui accompagne l'émission. Je ne suis pas en train de vous en faire une lecture, mais je pense que ça peut être intéressant si vous voulez approfondir le sujet. J'ai regroupé toutes les règles qui concernent le jury. D'accord. Et ensuite, tous les autres moyens, les autres arguments juridiques que vous pouvez invoquer et qui peuvent conduire à chaque fois à l'annulation d'une décision d'ajournement. Les trois règles concernant le jury, c'est l'impartialité du jury, l'unicité du jury et la composition régulière du jury. C'est beaucoup d'informations d'un coup, mais la composition du jury, elle est souvent fixée par les règles, par le droit de l'éducation, notamment le code de l'éducation. Et donc, on vous indique la composition du jury. Par exemple, lorsque j'ai passé l'examen d'avocat, j'avais un grand oral à réaliser. Ce grand oral, il y avait un maître d'université, un professeur d'université, un avocat et un magistrat. Les trois ensemble ont trois visions différentes du métier, et donc ils devaient évaluer ma capacité à devenir un bon avocat. S'ils avaient su que j'allais devenir l'avocat complotiste, évidemment, je suis pas sûr qu'ils m'auraient examiné avec l'impartialité dont ils ont fait preuve ce jour-là, et dont je les remercie encore. En tout cas, ils doivent être impartiaux, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir de préjugés sur vous. Donc, s'ils vous connaissent, ça peut déjà potentiellement faire en sorte qu'il y ait une certaine partialité. Mais la jurisprudence a déjà plus ou moins jugé ça en considérant que le simple fait de connaître un candidat ne suffit pas, évidemment, parce que sinon, parfois, vous avez des étudiants pour lesquels vous avez été leur professeur et vous devez les examiner. Bon, vous les connaissez déjà, mais évidemment, on estime que vous allez faire preuve d'impartialité. Donc, c'est quand même un peu plus que ça. Il ne faut pas simplement que ce soit une connaissance. Mais quoi qu'il en soit, le jury, lui, a la responsabilité, s'il estime qu'il ne sera pas parfaitement impartial, eh bien, de se récuser et de ne pas examiner la personne. Petite anecdote, vous savez que souvent dans les universités de droit, on a des chargés de TD, des chargés d'enseignement, qui parfois ont tendance, après, au moment des soirées étudiantes, de fricoter plus ou moins avec les étudiants et les étudiantes. Bon, évidemment, si vous couchez avec un de vos étudiants ou étudiantes, vous ne pouvez plus faire preuve d'impartialité. On estime que la connaissance est suffisamment poussée pour que vous ne soyez plus parfaitement objectif lorsque vous allez devoir examiner la copie de votre conquête, compagnon ou que sais-je, ou ami. Donc, quoi qu'il en soit, là, par exemple, on aurait parfaitement une question d'impartialité qui serait remise en cause. Donc, si vous avez couché avec une personne qui vous a examiné pendant l'année, là, clairement, vous avez une question d'impartialité. Vous voyez, les décisions d'ajournement, c'est très concret. C'est vraiment la vie telle qu'on la connaît. L'unicité du jury, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement que les personnes qui vous examinent au début sont les personnes qui vous examinent à la fin. On ne peut pas changer d'examinateur en cours d'examen. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, par exemple, vous faites un grand oral, vous avez 3 personnes face à vous qui vous examinent. Eh bien, les personnes qui doivent vous attribuer une note, ça ne peut pas être une nouvelle personne qui n'a pas assisté à votre prestation, qui va pouvoir se substituer à un des jurys. Donc ça, c'est quand même très important. Alors, on a des décisions, on a de la jurisprudence par rapport à ça. Et la composition régulière, là, par exemple, l'exemple que je vous ai donné, un maître d'université, donc un professeur d'université, un avocat et un juge, si vous avez 2 avocats et un maître d'université, la composition est irrégulière parce que ça ne correspond pas aux arrêtés ministériels fixés pour l'examen d'avocat. Donc là, vous auriez une irrégularité, vous pourriez en demander l'annulation. Donc là, encore une fois, c'est très concret, c'est vraiment très pratico-pratique, rien de très compliqué. Pareil, je vous ai mis de la jurisprudence sur l'article juridique qui accompagne l'émission de ce jour. Si vous souhaitez aller plus loin, vous verrez, c'est pas que des cas d'école, ça a vraiment été jugé. J'ai essayé de vous mettre des décisions assez récentes lorsqu'elles existaient et lorsque j'en retrouvais les références, puisque bien entendu, c'est toujours compliqué d'accéder à l'ensemble des décisions des juridictions administratives. Je sais que c'est l'open data des décisions de justice, mais on en est quand même dans les faits encore assez loin. Pas toujours évident de retrouver toutes les décisions qu'on veut. Mais nous, on a de la ressource documentaire juridique en interne. J'essaye autant que faire se peut de vous donner accès à cette data. Les autres moyens d'annulation, donc là j'ai parlé du jury, il y en a d'autres évidemment, c'est l'erreur matérielle dans le sujet. Donc ça peut être une erreur dans le corrigé, dans la note.
Ça peut être également une absence de double correction et d'une manière générale le non-respect du règlement d'examen de l'université, de l'école. Bref, vous savez que quand vous êtes examiné, vous signez en général au début de l'année le rapport, enfin le règlement des examens, et si vous n'êtes pas examiné dans ces conditions, ça peut être une irrégularité. Exemple très concret, vous devez avoir 2 notes au courant de l'année dans une matière et vous n'en avez qu'une. C'est par exemple, ça pourrait être une irrégularité. Partant de l'erreur matérielle dans le sujet. Là, pareil, j'ai une petite anecdote, mon cher Pierrick. Lorsque j'étais en première année de droit, donc ça commence un peu à remonter, mais pas si long que ça, hein, c'était en 2009, j'avais passé un examen en droit constitutionnel et à l'époque, nous avions droit à 2 sujets, un sujet sur une dissertation et une autre sur une phrase que nous devions commenter, c'était le commentaire de texte. Alors, le premier sujet, je crois que c'était la séparation des pouvoirs, hein, je parle de ça, hein, c'était... deuxième semestre 2009, hein, donc évidemment ça commence à remonter, et une phrase qui ne voulait rien dire puisque il y avait une double négation dans la phrase, et c'est vrai que ça rendait cette phrase assez peu compréhensible, mais on pouvait deviner qu'il y avait une coquille et qu'évidemment cette coquille pouvait conduire à mieux comprendre la phrase. Qu'est-ce qui s'est passé? Une personne s'en est plainte auprès d'un des professeurs et il a été décidé d'annuler la totalité de l'épreuve. C'était particulièrement cruel puisque nous étions au mois de janvier, nous n'avions donc pas le résultat des examens quelques semaines après, et nous devions tous repasser cet examen, alors même que, pour ma part, je n'avais pas fait le commentaire de texte. Particulièrement donc désagréable. Cette histoire nous a donc conduit à devoir de nouveau passer un nouvel examen. Donc vous avez déjà révisé une fois, vous devez réviser une deuxième fois, puis vous devez réviser dans un moment de l'année où vous n'avez pas que ça à faire, puisque vous avez déjà les cours et les TD qui ont repris. Donc ça fait double charge de travail. Et surtout, et avant tout, compte tenu du fait que vous passez une session de rattrapage, vous n'avez finalement le résultat final de votre premier semestre en mars 2010. Donc ça veut dire que quand j'ai commencé le droit en septembre 2009 jusqu'à mars 2010, je ne savais pas si ces études étaient faites pour moi. Donc particulièrement difficile puisque, pour ceux qui me connaissent, j'ai atterri en droit tout à fait par hasard, simplement parce que c'était l'université à côté de chez moi. Donc, si ça avait été une fac d'histoire, probablement je serais devenu historien ou simplement peut-être un concurrent direct de Nota Bene. Hein. On salue évidemment. Donc le destin en a voulu autrement, j'ai fait des études de droit, mais petite anecdote également dans l'anecdote, j'étais pas particulièrement doué avec l'école, non pas parce que je n'avais pas de capacité intellectuelle suffisante, mais simplement parce que je ne supportais pas qu'on puisse m'expliquer ce que je devais faire, et je trouvais que l'école était particulièrement inintéressante. Finalement, c'était de l'apprentissage bête et méchant. J'avais pas l'impression qu'on m'examinait sur ma capacité de réflexion, mais plutôt sur ma capacité à enregistrer des informations sans avoir forcément la capacité de les utiliser entre elles. Donc c'était assez frustrant. J'avais l'impression d'ingurgiter de la connaissance sans forcément en percevoir toute la substance. Ce qui fait que j'étais pas particulièrement un très bon étudiant au lycée, et c'est plutôt après que je me suis révélé. Donc lorsque mes parents acceptent de financer mes études de droit, c'est envers et contre tous les arguments que mes proches, ma famille et leurs amis avaient pu leur dire, en leur disant « David n'est manifestement pas fait pour étudier, je pense que tu devrais plutôt l'envoyer dans une formation professionnalisante ». Alors, évidemment, rien contre les formations professionnalisantes, simplement ayant déjà une famille qui est pauvre de génération en génération, je trouvais que les études étaient aussi un moyen de casser la roue de la pauvreté. Et donc, c'est la raison pour laquelle, envers et contre tout, j'ai décidé de tenir tête à mes parents, à ma famille et à mes amis en disant, vous allez voir, je vais me donner à fond, parce que les études de droit, finalement, c'est de la réflexion, beaucoup d'apprentissage, évidemment, mais c'est pas apprendre par cœur le code civil, hein, contrairement à ce que je pouvais penser à l'époque. C'est beaucoup de connaissances à ingurgiter, mais pour lesquelles vous pouvez les utiliser entre elles et qui vous servent ensuite de raisonnement. Donc quand je vais en droit et que cet examen, en raison de cette coquille, doit être repassé en mars 2010, jusqu'à mars 2010, je sers vraiment tout ce que je peux, parce que je ne sais pas si je serai finalement finançable pour une deuxième année. Puisque c'était ça l'enjeu, c'était de savoir si j'allais réussir mes examens et si mes parents avaient bien fait de faire tous les sacrifices qu'ils ont fait et que je remercie encore pour financer mes études et faire en sorte que je continue sur ma voie. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire puisque je suis là aujourd'hui devant vous.
Donc, les examens, une décision d'ajournement, si vous avez une coquille dans l'examen que vous passez, ça peut être une rupture d'égalité envers les candidats. Et donc là, pareil, on a de la jurisprudence. Et à l'époque, je me rappelle que mon professeur nous avait dit, on va pas prendre le risque de faire annuler un examen, ce qui conduirait peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans à devoir repasser cet examen pour valider votre diplôme. Donc, on va tout de suite corriger cette coquille et vous faire repasser un nouvel examen. Voilà ce qui nous avait été dit lorsque, jeunes étudiants, nous étions évidemment impétueux et particulièrement insatisfaits de cette décision de devoir de nouveau composer sur nos feuilles. Avec le recul, évidemment que c'était une bonne idée de la part de nos professeurs, compte tenu de cette jurisprudence que l'on connaît aujourd'hui. Bon, tout ça pour dire en résumé que lorsque vous êtes ajourné, c'est pas une fatalité. Il est possible d'invoquer un certain nombre de moyens d'illégalité. J'en ai cité quelques-uns, mais vous l'aurez bien compris, c'est pas la très grande majorité des décisions d'ajournement. Fort heureusement, dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas de difficulté sur le respect du règlement des examens et sur la notation des candidats. Cependant, j'ai évidemment rencontré de nombreuses personnes qui n'ont pas bénéficié de ces garanties-là. Pendant la crise sanitaire, mon cher Pierrick, j'ai notamment une étudiante qui s'était vue empêchée de passer son examen parce que dès lors qu'elle était au sein d'un commissariat pour faire son stage, alors c'était pas un commissariat, c'était une gendarmerie pour faire son stage, elle devait présenter un pass sanitaire, n'étant pas elle-même vaccinée ou en tout cas en conformité avec cette obligation, elle s'était retrouvée dans l'impossibilité de suivre le stage et donc dans l'impossibilité d'avoir une note qui était nécessaire pour son examen. Alors on a contesté dans tous les sens possibles et imaginables cette atteinte à son examen et on a invoqué des irrégularités, des incompatibilités, le droit à la vie privée familiale, bref, on a invoqué plein d'arguments. Bon, le juge ne nous a pas suivis puisque ça aurait pu entraîner pour plein d'autres candidats également des irrégularités et je pense que le juge n'avait pas du tout envie de s'aventurer là-dedans. Mais on voit bien qu'ici, on a une obligation de passer un examen, elle se retrouve dans l'impossibilité de suivre son stage et derrière, personne ne lui propose aucune solution. Donc voilà comment on se retrouve avec une décision d'ajournement là, qui était plus que contestable. Je pense que vous l'aurez compris. Alors du coup, maintenant qu'on sait, je suis, imaginons, étudiant, j'ai été ajourné, je souhaite éventuellement, je rentre dans l'un des critères où j'estime que je peux potentiellement on va dire contester cet ajournement. Déjà, on va dire quels sont les délais que j'ai, on va dire, pour contester. Est-ce que je peux accéder à mes notes, à tous les documents, on va dire, qui ne me sont pas habituellement, on va dire, donnés. Bref, quels sont les éléments, quels sont les droits, en fait, du candidat, notamment, pour pouvoir contester et surtout dans quel délai? Très bonne question, mon cher Pierrick. Alors, avant d'y répondre, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire immédiatement, puisque plus de 50% d'entre vous qui nous regardez actuellement n'êtes pas abonnés à la chaîne. Rappelez-vous, chaque semaine à 20h, le lundi, vous avez un sujet d'actualité juridique ou juridico-politique que j'ai le plaisir de co-animer avec Pierrick Thévenon, pour lequel vous pouvez vous abonner. Donc faites-le, c'est très important. Dites-nous aussi en commentaire si vous avez déjà été ajourné, maintenant que vous savez ce qu'est une décision d'ajournement. Alors, sans plus attendre, répondons d'ores et déjà à ta question, mon cher Pierrick. Comment on fait une fois qu'on a conscience qu'on est face à une injustice? On est ajourné, mais ce n'est pas juste parce qu'on estime qu'il y a des irrégularités que j'ai soulevées tout à l'heure. Alors, 2 choses à faire. La première, c'est qu'il faut savoir, lorsque vous avez la décision d'ajournement, c'est en réalité souvent un courriel ou un document qui vous est envoyé sur votre espace étudiant. Donc, cet espace étudiant, il peut servir de point de départ au délai de recours contentieux. Délai de recours contentieux, terme un peu barbare, mais qui veut vous dire que vous avez un top départ pour saisir le juge ou pour demander à l'administration de remettre en cause la décision d'ajournement. Donc, faites très attention au mail que vous avez reçu ou à l'information que vous avez reçue sur votre espace client, parce que le délai de 2 mois dont vous disposez, il démarre à partir de ce moment. Alors, évidemment, on pourra toujours se rattraper aux branches, puisque, vous le savez, en matière administrative, seule la notification sûre et certaine permet de faire partir le point de départ d'un délai de recours contentieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, c'est un LRAR, un courrier recommandé, et on doit vous indiquer dans la décision que vous avez 2 mois pour la contester. Bon, très souvent, c'est pas le cas. Vous avez votre bulletin de notes, il y a marqué ajourné, c'est la décision d'ajournement, on vous l'envoie par mail, donc il n'y a pas de date certaine et on vous mentionne pas les délais et voies de recours. Et quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris,
En fait, ça va vous bloquer dans vos examens. Vous ne validez pas votre examen, donc vous êtes ajourné. Si vous êtes ajourné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, peut-être que vous ne pourrez pas prétendre à votre diplôme, vous ne pourrez peut-être pas redoubler. Et pour certains étudiants qui bénéficient d'un titre de séjour étudiant, ça veut dire qu'il faut partir. Donc ça peut avoir des conséquences redoutables, véritablement redoutables. Donc, première chose à faire, vous faites un recours gracieux. Ça veut dire quoi? Vous écrivez en fait à l'université, à l'école dans laquelle vous avez passé l'examen, et vous leur demandez de revenir sur leur décision. Évidemment, pour avoir un peu de grain à moudre et expliquer pourquoi ils doivent revenir sur leur décision, puisque on peut pas demander à des examinateurs de faire preuve de mansuétude, c'est pas suffisant. Eh bien, vous demandez la communication de tous les documents en lien avec vos épreuves. Épreuves, barème, rapport de correction, procès-verbal du jury, mais également le règlement des examens, puisque parfois vous ne l'avez pas. Pourquoi on demande tout ça? Parce que ça va vous permettre de savoir si des irrégularités ont été commises. Et très souvent, ces éléments-là, vous ne les avez pas spontanément. Donc, vous les demandez et vous faites votre recours gracieux. Le recours gracieux, vous l'envoyez en recommandé, et ça vous permet ainsi de suspendre le délai de 2 mois. Donc, ça va vous donner un peu plus de temps. Le recours contentieux, c'est lorsque ça a échoué ou lorsqu'il y a vraiment une urgence à ce que vous puissiez rapidement régulariser la situation parce que véritablement, ça peut vous poser problème. Je pense ici à un de nos clients qu'on a accompagné sur un titre de séjour étranger. Donc, il avait un titre de séjour pour étudiant. Il s'est pas présenté à un des examens parce qu'il était à l'étranger à l'époque. Il est donc défaillant. Personne ne le prévient. Personne ne lui propose aucun examen de rattrapage. Je ne connais pas le règlement des examens et par conséquent, je ne peux pas déterminer s'il est dans l'illégalité. Quoi qu'il en soit, les conséquences, elles sont dramatiques parce que pour lui, ça veut dire retour à la case départ, donc retour à la maison et donc fin de l'aventure étudiante. C'est dramatique. Là, évidemment, vous faites votre recours gracieux et en parallèle, vous pouvez parfaitement enchaîner avec un recours contentieux en faisant le recours en annulation. Vous demandez l'annulation de la décision d'ajournement et vous faites un référé suspension dans lequel vous demandez à ce que très rapidement, vous puissiez passer de nouveau un examen. Parce que là, vous n'allez pas pouvoir attendre 1 an et demi que le juge dise oui, c'est irrégulier, vous repassez l'examen, parce que vous, ça fera très longtemps que vous serez à la maison à plus de 2000 km d'ici. Voilà ce que j'avais à dire sur comment on conteste une décision d'ajournement. Pardon, j'avais coupé la caméra 2 minutes. J'étais juste derrière mes excuses. Un petit truc à faire. La console de jeu. C'est le jeu. J'ai bientôt suivi. En tout cas, je ne quitterai pas du tout. Toujours pas de PlayStation, non. J'ai pas vu si Bloom était là. Non, toujours pas de PlayStation. Enfin, j'ai pas de PlayStation de toute façon chez moi. Bon, on a évoqué, je crois, pratiquement tout. Je reprends ma petite fiche de notes. Largement grillé. J'avais prévu dans le chat privé, j'ai dit attendez, je reviens dans 5 minutes. C'est les joies du direct. Alors, dans quel cas est-ce que ça peut, on va dire, est-ce qu'il y a quand même des situations où on a des chances quand même de réussir? Alors, comment estimer les chances de réussite? C'est ce que je disais, en fait. Si vous souhaitez bénéficier d'une chance de succès en contestant une décision d'ajournement, il faut très rapidement obtenir la communication de tous les documents en lien avec votre examen. Ça va vous permettre tout de suite de relever s'il y a des irrégularités. Alors, on peut penser que ça ne passe pas, que c'est très difficile. Mais moi, je me rappelle très bien que mon ancienne voisine, que j'adore et que je salue, je ne sais pas si elle regardera l'émission aujourd'hui, qui est devenue avocate, avait justement contesté la décision d'ajournement dont elle avait fait l'objet lorsqu'elle a passé l'examen à l'entrée d'école des avocats. Donc, vous savez, pour rentrer à l'école des avocats, vous avez un examen, puis après, à la fin, vous avez un nouvel examen qui permet de dire si vous réussissez ou non à devenir avocat. Donc, il y a 2 phases, il y a une admission et ensuite il y a une admissibilité. Donc, elle, c'était la première phase, c'était le fameux CRFPA. Et à ce moment-là, elle avait échoué pour la 2e fois. Elle a demandé la communication du relevé de notes, du relevé d'examen et rassurez-vous, eh bien, elle a vérifié, elle a obtenu une irrégularité. Donc, elle a repassé un examen sur une des matières qu'elle avait échoué et pour la 2e fois, elle a réussi. Donc, comme quoi, ça fonctionne. Il faut faire preuve de persévérance.
Et évidemment, c'est très souvent les cordonniers les moins bien chaussés. On a souvent, notamment dans les universités de droit, des irrégularités et un contentieux assez important en matière d'ajournement d'étudiants. Donc, rassurez-vous, ce sont des contentieux pour lesquels il est tout à fait possible d'obtenir une annulation, mais simplement il nous faut, avant de saisir le juge, avoir quelques éléments à nous mettre sous la dent. Donc, demander la communication de ces éléments. Si on vous les refuse, soit on vous les refuse, on vous écrit, on vous dit j'ai pas envie. Bon, ce serait totalement illégal et vous pouvez évidemment en obtenir la communication en saisissant ce qu'on appelle la commission administrative des documents administratifs, la fameuse CADA. Vous savez, elle a 6 mois pour se prononcer, donc ça va quand même assez vite ce contentieux. Et je peux reconnaître que pour l'avoir saisi à plusieurs reprises avec mes clients, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien et ça permet de démontrer une certaine carence dans l'action administrative. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Là, pareil, vous n'avez pas besoin d'un avocat, enfin, c'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Rappelez-vous, il n'y a aucune disposition du Code de la santé publique qui vous demande de faire appel à un dentiste lorsque vous avez une carie. D'accord ? Donc, on peut très bien soigner sa carie sans dentiste. Mais je pense que tout aussi nombreux que nous sommes ce soir, et vous êtes plus de 300 personnes en direct, 366, grosse session. Merci beaucoup, abonnez-vous, d'ailleurs, pensez-y. Eh bien, je pense que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, si vous avez une carie, vous allez spontanément aller voir un dentiste. D'ailleurs, ça ne va pas vous venir à l'idée de vous dire que vous allez vous faire soigner votre carie vous-même, d'accord ? Le film Seul au monde, c'est le titre est dans le projet est dans le titre, c'est parce qu'il était seul au monde, qui s'est soigné sa dentition tout seul. Donc là, je fais référence à cette fameuse scène avec Tom Hanks qui utilise un patin à glace pour aller retirer une des dents qui est cariée. Et j'ai mal pour lui rien qu'en pensant à la scène. Dites-moi si vous la connaissez, cette scène. Je ne sais pas si on pourra au montage la remettre, mais c'est assez intéressant. Donc, évidemment, vous faites appel à un dentiste. Dites-vous que c'est exactement la même chose lorsque vous avez un contentieux administratif. Ça fait extrêmement mal, d'accord, d'être ajourné. Ne pas contester une décision, surtout quand on sait qu'elle est totalement irrégulière. Donc, je pense ici notamment à ce cas d'école que j'ai rencontré, que j'ai accompagné, où la personne est empêchée de faire son stage parce qu'il y a un pass vaccinal qui s'applique à l'époque. C'est particulièrement injuste cette décision. Elle le conteste. Évidemment qu'elle a très peu de chances de le faire si elle ne fait pas appel à un avocat. Faites appel à un avocat, faites appel à un avocat qui connaît un peu le contentieux administratif. Il s'avère aujourd'hui, vous en avez un face à vous, mais d'une manière générale, regardez un peu les domaines de compétences sur le site internet, ça vous donne déjà un sentiment sur la capacité d'un avocat à mener votre dossier. Rappelez-vous, un avocat, c'est comme un homme du bâtiment. Vous en avez pléthore, il y a plein de matières différentes. Si vous avez demain un problème d'électricité, vous n'allez pas faire appel à votre plombier. D'accord ? Là, c'est un peu pareil. Si vous avez un contentieux relatif aux décisions d'ajournement, faites pas appel à votre pénaliste ou à un avocat en droit fiscal. Ça va probablement très peu lui parler. D'accord ? Donc, faites appel à des personnes qui connaissent un peu le sujet. Ça paraît évident en le disant comme ça, mais je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui choisissent leur avocat parce que il est à côté de chez eux. En fait, ils choisissent pas un avocat, ils choisissent un voisin. Bon, écoutez, si vous choisissez votre avocat comme ça, vous aurez le résultat que vous méritez. Eh ben, en tout cas, voilà, merci. Et puis, alors, c'est pas en rapport avec le sujet, mais finalement, enfin, ça décrit exactement ce que tu dis. Comme vous le savez, pour certains, là, j'ai un recours en cours là avec, vous savez, j'ai une petite entreprise à côté. Je ne citerai pas le nom puisque c'est pas l'objectif dans ces vidéos-là. Notamment un recours contre j'ai un contentieux, on va dire, avec un prestataire, un fournisseur, si on peut dire ça ainsi. J'ai sollicité donc le cabinet de David Guyon là il y a déjà quelques mois et j'ai quelques échanges de manière régulière justement avec l'une des juristes du cabinet où je découvre des choses et comme quoi, d'où l'intérêt de se faire accompagner, c'est que moi j'avais ma vision des choses en me disant c'est la faute d'un tel et finalement avec les échanges, la décision administrative puisque le contentieux est lié à l'un des prestataires, on va dire, avec qui j'ai souscrit un contrat qui a été placé en liquidation judiciaire, avec un transfert de mon contrat, entre guillemets, à une autre société. Bref, je vais pas vous faire toute l'histoire. Moi, j'avais une vision, on va dire, assez étriquée, en me disant, bon, bah, maintenant que j'ai une problématique, bah, c'est eux les responsables. Et de par les échanges et l'accompagnement, notamment avec le cabinet, suite, justement, également, on en revient à une des émissions qu'on avait déjà faites, suite à, on va dire, j'avais sollicité ma protection juridique où la phase amiable, on va dire, n'a pas, été concluante.
raison pour laquelle je sollicite un avocat. Et donc du coup là, les derniers échanges qu'on a eu avec l'une des juristes, voilà, de David, on va dire, me démontre que c'est pas aussi simple que ce que j'aurais pensé. Et pourquoi on fait les recours de telle manière, pourquoi est-ce qu'on attaque un tel ou un tel, etc. de telle manière, etc. Voilà. Donc faites-vous accompagner, parce que finalement, des fois, on aurait tendance à faire des choses en disant, je vais faire ça contre lui, et en fait, on se rend compte, quand on prend vraiment chaque détail, chaque élément, on va dire un par un, on va avoir justement, quand on regarde vraiment, donc c'est ça le droit, c'est là où on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus complexe, et on est totalement dans cette mission d'accompagnement, comme fait la juriste de David, voilà, où j'ai également une partie prise en charge, notamment par la protection juridique. Rappelez-vous ce qu'on avait évoqué avec David sur le sujet des protections juridiques, voilà, qui permet de voir, on va dire, quelle va être la suite que l'on va donner à tout cela. Donc, je pense qu'on peut répondre aux questions, puisque on en a déjà eu pas mal. Alors, notamment, l'une des premières questions que l'on a eues, c'était le Cléo à 20h19. Alors, merci Cléo. Alors, des fois, c'est assez pratique, notamment parce que moi qui ai eu, on va dire, géré des fois de manière régulière les questions, c'est encore plus simple quand vous faites éventuellement comme Clio. Je pense que la régie doit apprécier quand vous mettez un Q de points. Voilà, on voit clairement au moins que c'est une question, parce que rappelez-vous, on a tous les commentaires qui apparaissent et des fois, c'est dur d'identifier. Des fois, la question, on va dire, on va dire dans le fil du chat. Donc, notre cher Cléo, bonsoir Cléo. Donc, ajourner, c'est le mot gentil pour dire recaler, c'est bien ça? Il me semble que oui. Effectivement, moi je parle d'ajournement, mais oui, on peut parler de recalage, d'échec, de non-diplôme, ce que vous voulez, mais oui, c'est recalé, ajourner, c'est exactement la même chose. Mais ajourner, c'est souvent le mot qui est indiqué dans vos décisions, dans vos bulletins de notes, et donc c'est le mot technique et juridique qu'on utilise. Donc ravi que ce soir, finalement, le simple mot ajournement, qui n'était pas véritablement bien compris par tout le monde, ce soir ait été compris. D'ailleurs, vous êtes plus de 413 en direct à nous voir ce soir. C'est vraiment plaisir parce que on n'a pas forcément ce score-là habituellement. Donc merci. Je suis ravi de voir que les formats vous plaisent et je suis ravi de voir aussi, Pierrick, on arrive à créer cette évolution de la chaîne. Donc vraiment, c'est super. Les chiffres ce soir en parlent pour nous. Donc vraiment, pensez à vous abonner, hein, bien évidemment, puisque, regardez, on va afficher les statistiques. Hein. Vous êtes plus de 56% à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne. Alors, je ne sais pas si on peut le montrer. Je cherche. Bon. Gauthier le cherche, on le montrera tout à l'heure, mais 56%, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a la moitié d'entre vous qui me regardent qui en réalité ne recevront pas automatiquement de notifications ou de suggestions de nos vidéos dans votre fil d'actualité sur YouTube. Ce qui est quand même dommage parce qu'avec Pierrick, on a vraiment le plaisir chaque semaine de vous présenter un sujet juridique ou juridico-politique qu'on va essayer de vulgariser pour vous aider justement à reprendre le contrôle sur vos droits. Je pense, Pierrick, on peut peut-être en dire deux mots. Comment on a créé cette chaîne, cette émission, toi et moi? C'était d'ailleurs les 3 ans ce week-end. J'ai vu que tu as republié. En fait, alors comment c'est venu de mémoire, enfin c'est pas de mémoire. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi là durant la crise Covid, je faisais partie d'un collectif qui s'appelait le collectif Libertad, où on avait une chaîne YouTube également, où on faisait des quelques lives, voilà, sur des sujets où on invitait des personnes, voilà, pour essayer de discuter, échanger et présenter des choses. L'objectif c'était de, on va dire, collectif Libertad Réinformons. Comme moi j'étais des Monts du Lyonnais, j'avais créé une page Facebook qui s'appelait Réinformons, pour voilà, apostrophe Mont pour les Monts du Lyonnais, suite à la crise Covid, pour montrer un autre discours de ce qui se passait durant la crise Covid, parce que on faisait partie de beaucoup de gens qui on va dire se questionnaient. Bref, et du coup après, fait de fil en aiguille, le fait de connaître du monde, j'ai commencé à faire des lives notamment au nom du collectif, si on peut dire ça ainsi, sur différents sujets, et notamment un petit peu j'avais commencé à inviter, je suivais, vous savez, il y a plusieurs avocats qui avaient pris la parole, notamment lors de cette crise, Carlo Alberto Brusa, etc., et notamment David, et c'est vrai que c'était, moi David, on va dire, m'avait marqué parce que je le trouvais, notamment pour les soignants, puisque vous aviez différents avocats qui avaient différents discours. Malgré que je suis pas un spécialiste en droit, c'était quand même celui que je trouvais qu'il y avait quand même le discours le plus, on va dire, mesuré et surtout réaliste par rapport à la loi, parce que
on nous disait ça c'est illégal, etc., etc. Mais il n'empêche que c'était là où je me retrouvais le plus dans le discours, dans la vérité par rapport à ces lois, et sans non plus promettre monts et merveilles, on va dire, aux gens. Voilà. Bref. Et du coup, enfin, je l'avais contacté, on avait fait des émissions notamment pour les enfants. Vous savez que David s'est mobilisé pour l'instruction en famille, pour avoir également un regard sur le droit, également sur le sujet. Voilà, donc c'est comme ça, un live, 2 lives, 3 lives, et puis après on a commencé à évoquer, il y avait des sujets, on va dire, d'actualité un petit peu, qui concernaient du droit. On a parlé du compteur Linky, on avait parlé, les premiers lives, voilà, c'était vraiment sur la chaîne Libertad, et puis comme on a commencé à en faire 2, 3 de suite, parce que j'arrêtais pas de dire à David, attends, faut qu'on parle de ça, faut qu'on parle de ça, est-ce que ça te dirait? Jusqu'au moment où David me dit, mais attends, on va faire carrément autrement, on va lancer, en fait, il y a tellement de choses à dire que on va lancer, en fait, une émission carrément dédiée au droit, qu'on appellera, voilà, Justice citoyenne, regard croisé, qu'on fera tous les lundis soirs. Ça partait comme ça, juste à la base de 2, 3 petits lives sur des sujets un petit peu d'actualité, et mais jamais j'aurais pensé qu'on en serait potentiellement, comme aujourd'hui, à justement 150 émissions. Voilà, c'était l'idée de dire, bah tiens, on va vulgariser le droit, c'est ce que m'a proposé David. Et puis voilà, bah voilà, on en a 150 émissions 3 ans plus tard, alors qu'à la base c'était voilà issu de quelques lives. Comme quoi, c'était possible. Je réponds également au petit commentaire de Malice Transvose qu'on voit souvent. T'as tout gris dans le fond, Pierrick, manque d'éclairage. Ah non, alors moi la particularité, alors là je mets plein de petites lumières. Je sais pas si vous voyez, vous avez vu suivant que je viens interférer ou autre. Le problème c'est que moi là j'utilise la caméra frontale de ma tablette. Et en fait c'est pas comme une caméra, vous savez, c'est-à-dire qu'elle elle adapte sa lumière en fait je ne touche pas la lumière, mais c'est elle-même qui ajuste justement la vision. Donc malheureusement, je ne sais pas trop comment régler ça, ou alors il me faudra une caméra véritablement dédiée. Voilà, bref. Bon, de toute façon, mon cher Eric, je pense que je te donnerai la caméra que nous avons au cabinet, puisque nous, on va changer de matériel très prochainement, donc autant que ça puisse te servir. Alors oui, à l'instant, la régie nous fait passer en direct donc le nombre de nouveaux spectateurs alors ça dit pas de nouveaux spectateurs, mais c'est des spectateurs qui ne sont pas abonnés. Vous êtes 56,1%. Il y a 13% de spectateurs réguliers et on a 30% de spectateurs occasionnels. Donc 56,1%, c'est énorme. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Il est vraiment temps, parce que ça va nous aider à être beaucoup plus visible et à continuer notre travail avec Pierrick, parce que chaque semaine, on donne de notre temps avec grand plaisir, évidemment, et on a juste envie que ça puisse servir au plus grand nombre. Moi, je pense là aux étudiants que j'ai rencontrés toute ma jeunesse et qui auraient certainement adoré qu'on ait ce type de contenu pour leur permettre justement de pouvoir ne pas se sentir tout seul, avoir déjà des idées sur l'opportunité ou non d'aller contester, et éventuellement, pourquoi pas se dire, ouais, je vais faire appel à un avocat et je vais me défendre parce que c'est pas juste ce qui s'est passé. Eh ben, très bien, merci à toi. Je te propose qu'on continue avec les questions. Encore une autre question de notre cher Cléuscope à 20h22. L'annulation de l'ajournement amène-t-elle l'obtention du diplôme ou le droit de repasser l'examen? Très bonne question de Cléo. Très très bonne question, mon cher Cléo, qu'on a le plaisir de revoir toutes les semaines. C'est vraiment un ambassadeur de la chaîne. Donc vraiment merci, merci Cléo. Alors très bonne question. J'en ai parlé dans mon article, mais j'ai pas eu l'occasion de l'évoquer durant l'émission de ce jour. Évidemment, le principe est que le juge ne se substitue pas à l'appréciation du jury. En d'autres termes, le jury, s'il dit que vous êtes nul, il dit que vous êtes nul. Et le juge, lui, peut simplement constater que vous êtes nul parce que le jury l'a dit. Donc lui, il va pas être là pour dire « je suis pas d'accord, voilà mon appréciation ». D'accord ? Donc, si jamais il s'aperçoit qu'il y a une irrégularité, vous n'avez pas été examiné comme tous les autres, ou simplement la composition du jury n'était pas la bonne, eh bien il va annuler et il va enjoindre à l'administration de vous faire repasser l'examen. Donc vous n'avez pas automatiquement l'examen, il faut donc être prêt à le repasser. Donc ça aussi, c'est la raison pour laquelle très souvent je sollicite un référé suspension en même temps que l'annulation, parce que si jamais je fais suspendre rapidement la décision, ça veut dire que vous pouvez repasser l'examen là dans les quelques semaines qui vont suivre. Et donc, évidemment, c'est quand même super intéressant, plutôt que d'avoir à repasser l'examen dans 1 an, dans 2 ans, après. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, parce que très souvent, vous êtes très embêté si vous ne pouvez pas repasser l'examen et que vous êtes ajourné. Parfois, on a un nombre limité de passages. Par exemple, si vous souhaitez devenir avocat, vous ne pouvez passer que 3 fois, prétendre que 3 fois à l'examen d'entrée à l'école des avocats, le fameux CRFPA. Et donc là, si vous ratez 3 fois, c'est terminé.
Donc, faire annuler le troisième échec sur un principe d'irrégularité, c'est avoir l'opportunité d'avoir une chance de plus. Bien entendu, quand vous faites votre requête, si vous ne faites pas appel à un avocat, attention, demandez l'annulation d'une part, mais également demandez l'injonction. C'est-à-dire faire annuler la décision, c'est intéressant. Et si vous ne demandez pas au juge d'enjoindre à l'administration de faire repasser l'examen, bah là, vous avez un effet utile qui est assez limité concernant l'annulation des décisions. Oui, c'est annulé, mais après, il va falloir que ce soit vous qui demandiez au juge, enfin directement à l'administration, de faire repasser l'examen. Et s'il refuse, bah, vous allez devoir demander au juge d'annuler de nouveau le refus et d'enjoindre à passer l'examen. C'est la raison pour laquelle vous aventurez pas à le faire sans avocat. Vraiment, c'est un métier, c'est comme faire de la maçonnerie. Moi, je monterai pas ma maison tout seul. Après, si vous le faites, bah, vous étonnez pas si le plafond s'écroule sur votre tête. Petite anecdote, mon cher Pierrick, parce qu'après je vais l'oublier. Fut un temps, c'était pareil, hein, tout début, comme quoi j'ai vécu des anecdotes un peu folles, la première année de droit. On s'est retrouvé dans les anciens bâtiments militaires désaffectés et attribués à la fac de droit de Bourges, puisque j'étais à Bourges, hein, qui est rattaché à la fac de droit d'Orléans. Donc pour ceux qui sont à Bourges, rassurez-vous, hein, le diplôme c'est la fac d'Orléans. Donc même si vous l'avez suivi à Bourges, c'est pas un diplôme qui serait de moindre valeur et qui vous conduirait à devoir partir absolument dans une grande université. Moi, après réflexion, après cette expérience, je peux vous assurer qu'on apprend beaucoup mieux dans les universités avec de très faibles effectifs. Quand vous êtes 30 dans une salle, c'est pas du tout la même chose que si vous êtes 300 dans un amphithéâtre avec des personnes qui foutent le bordel. Donc, j'ai eu la chance et l'immense plaisir de suivre mes études à l'Université de droit d'Orléans et notamment à l'antenne de Bourges. C'était vraiment génial, très belles années que j'ai passées. Alors c'est sûr, j'ai pas eu le folklore des étudiants qui étaient dans les grandes villes, hein, Orléans, Tours, Clermont-Ferrand, aux alentours de chez moi. C'est clair qu'on n'avait pas du tout la même vie étudiante, mais de toute façon, c'était mourir ou réussir. Donc en ayant très peu de distractions, je mettais toutes les chances de mon côté, donc vraiment aucun regret. Et lors de ces examens, on nous demandait systématiquement de venir une demi-heure avant le début des examens. Donc l'examen commence à 9h, mais nous, on doit être présent à 8h30, parce qu'à partir de 8h30, ils nous font tous rentrer dans la salle, et là, ancien bâtiment militaire, hein, des grandes salles dans lesquelles on est posé sur des petits bureaux d'une place, tout espacé de plusieurs mètres entre chacun, et dans une immense salle de plusieurs centaines de mètres carrés. Donc on s'installe tous, il fait particulièrement froid, on est au début de l'hiver, on est dans le centre de la France, hein, donc ça commence à être un peu champêtre, et on commence à recevoir donc nos feuilles de brouillon, on sort nos stylos, on peut rien garder sur la table, et les documents d'examen ne sont pas encore distribués, évidemment, sinon on commençait à retourner, enfin voilà, pas de triche. Et à ce moment-là, je me rappelle, à 8h59, il commence à distribuer donc les examens, les copies d'examens, hein, sur lesquelles on va être évalué, et on a une étudiante qui rentre en trompe dans la pièce en disant « Ah, je suis en retard, excusez-moi ». Et là, à ce moment-là, le professeur va décider de ne pas l'autoriser à composer. Donc là, elle gueule, elle est pas contente, elle conteste évidemment, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire là, c'est tout de suite le rattrapage. Donc ça veut dire au mois de juillet, elle revient hein, quand il fait chaud, parce qu'il fait très chaud à cette époque-là de l'année, hein, dans le centre de la France, c'est un climat continental. Donc là, les canicules, c'est beaucoup plus chaud que dans le sud. Hein, c'est rien à voir. Faut le vivre une fois. Eh bien, là, ça veut dire que dès le début, elle sait à 9h01 qu'elle va devoir revenir au mois de juillet pour passer un examen pour lequel elle vient de se préparer. Parce que visiblement elle avait quand même révisé, hein, c'était pas un cancre, elle n'était pas juste pour signer. Et donc s'ensuit une invective avec le professeur, le chargé des enseignements qui était là, les 2-3 autres personnes qui étaient chargées de surveiller les examens et qui conduisent en fait à sortir l'étudiante de la pièce. Et donc je me rappelle, ça m'avait particulièrement choqué. Je me suis dit, c'est quand même c'est terriblement injuste pour elle qui arrive à 9h01. Et alors que nous n'avions pas tous encore reçu notre document permettant de composer, on n'avait pas encore reçu le sujet, hein, tout le monde n'avait pas reçu ce sujet, et donc j'avais trouvé ça particulièrement injuste. On en reparle quelques semaines plus tard avec notre chargé d'enseignement, et il me dit, vous savez, on vous a demandé de venir à 8h30. Donc quand elle vient à 9h01, elle n'a pas 1 minute de retard, elle a 31 minutes de retard. Et donc c'est pas du tout la même chose. Parce que si on l'autorise à composer, alors que les documents pour passer les examens ont commencé à être distribués, alors dans ce cas-là, on peut nous reprocher d'avoir fait une rupture d'égalité avec les autres candidats. Parce que nous, on a dû tous venir à 8h30, et au moment où les documents d'examen ont commencé à être distribués, elle n'était pas encore
présente, elle n'avait pas encore été présente dans la pièce. Alors, on aurait pu très bien nous dire oui, mais c'est quand même assez tendancieux, comment démontrer une rupture d'égalité à 1 minute près. Et oui, mais le simple fait que ça puisse conduire à une rupture d'égalité, ça peut donner l'idée saugrenue à des étudiants en mal de reconnaissance, qui ont des difficultés à valider leurs examens, et bien de décider de faire un recours. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on aurait dû la laisser composer? Est-ce qu'on aurait dû lui refuser? C'est un vaste débat. Alors, je vous rassure, par la suite, elle a pu repasser ses examens et puis je l'ai revue les années successives dans d'autres classes. Enfin, elle a continué, en tout cas, elle a poursuivi ses études, ou ses études l'ont poursuivi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, l'aventure ne s'est pas arrêtée là pour elle, fort heureusement. Si elle a le plaisir de nous regarder aujourd'hui et qu'elle me dise en commentaire ce qu'elle en pense, si elle regrette la décision qui a été prise par le professeur ce jour-là de ne pas l'autoriser à composer, ou si finalement après recul, elle estime que non, même avec 1 minute de retard, elle aurait dû pouvoir rentrer. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était la petite anecdote que je voulais te faire passer, mon cher Pierrick. Merci, très intéressant. En effet, c'est moi-même, je sais même pas si je saurais répondre à la question. Il y a différents points de vue, donc c'est vrai que c'est plus complexe. Il y a encore quelques questions assez intéressantes. Ce que je te propose, on essaye de les passer. On a notamment, alors j'ai pas trop compris, notamment Françoise Oligéry à 20h23 et un jury prud'homme, on en fait quoi? Alors, est-ce que toi, tu as compris le sens de la question? J'ai pas compris le sens de la question, mais bon. Alors, Madame Oligéry, effectivement, est devant une procédure prud'homale. Je ne peux pas en dire plus puisque secret professionnel, mais c'est pas un jury. Ce sont des magistrats et ces magistrats sont censés rendre une décision de justice qui doit être motivée. Alors, elle peut être de bonne ou de mauvaise qualité, hein, c'est pas la question. Hein, ce sont pas des magistrats professionnels et dans tous les cas, il est possible de faire appel de cette décision. Alors évidemment, à ce jour, je n'ai pas connaissance de cette décision, donc on aura le plaisir d'échanger prochainement, Madame Oligéry, avec grand plaisir. D'accord, très bien, merci. Une autre question également de Gabi Poli. Bonsoir Gabi, que l'on voit également très souvent. Les recours administratifs et juridiques ont-ils des délais? Alors, tu as plus ou moins déjà évoqué le sujet tout à l'heure, mais... C'est 2 mois. Retenez 2 mois. Donc ça veut dire que vous avez 2 mois pour la contester, ils ont 2 mois pour vous répondre, et quand ils vous ont répondu, vous avez 2 mois pour ensuite contester. Donc ça veut dire entre le premier jour et le dernier jour, il peut se passer jusqu'à 4 à 6 mois. Donc attention évidemment, c'est très simplifié ce que je viens de faire, mais retenez une chose, on peut vous rejeter votre demande expressément, on vous fait un courrier, on vous dit non. 2 points, pas envie. Okay, ça, c'est une réponse. Ou alors, on peut simplement ne pas vous répondre. Et l'absence de réponse, c'est aussi une réponse. Donc ça, attention, parce qu'on a pas mal de personnes qui font des courriers, puis ils n'ont pas de réponse. Donc ils refont un courrier. En fait, là, c'est fini. Enfin, vous faites n'importe quoi. Arrêtez tout de suite, faites appel à un avocat. Vous êtes déjà titulaire d'une réponse, et si vous attendez trop longtemps, vous ne pourrez plus la contester. Donc, attention, laissez faire les professionnels. Très bien, merci. On a une question également très intéressante de notre cher ami Christian Becker de Belgique et qui nous suit également très souvent. Je me suis toujours dit que la jurisprudence est quelque chose de pas forcément bon si je suis juge. Pourquoi? Parce que un autre a jugé A, je devrais éviter de juger B. Qu'en pensez-vous? La question est assez intéressante. C'est plus complexe que ça. La jurisprudence, c'est quoi? C'est une définition très large, une définition très restrictive. De manière large, c'est l'ensemble des décisions des juridictions civiles et administratives. C'est la jurisprudence. D'une manière restrictive, c'est uniquement les décisions les plus importantes rendues par les juridictions suprêmes. Alors, je suis d'accord que c'est pas parce que tous vos collègues ont jugé d'une certaine manière qu'il faut juger systématiquement de cette manière-là. Vous êtes jugé, vous êtes un juge indépendant et libre, donc il n'y a pas de souci là-dessus, impartial aussi. Bon, dans les faits, c'est un peu différent. Si vous avez besoin de l'écrire quelque part, c'est que dans les faits, c'est pas vraiment la vérité. Donc on s'aperçoit que généralement, on va essayer d'aller copier ce que fait le voisin parce qu'on est peu inspiré, ou on estime que le raisonnement juridique est plutôt bon et donc on va s'approprier, ou simplement parce que en fait on sait que la position du juge suprême c'est celle-ci, et donc comme on ne veut pas avoir une décision qui soit cassée, eh bien on décide de se conformer à la position du Conseil d'État, par exemple. Donc là, vous savez que ça sert à rien de rendre une décision différente parce que le Conseil d'État va, en principe, conserver sa jurisprudence. Des revirements de jurisprudence, c'est-à-dire le fait de changer d'avis, c'est assez rare finalement. Et donc, si vous êtes un magistrat, vous dites de toute façon, la décision que je vais rendre, elle devra être conforme à la décision du Conseil d'État. Pourquoi? Parce que c'est lui, à la fin de la fin, qui aura le dernier mot, premièrement. Puis deuxièmement, il y a une certaine prévisibilité du droit. C'est-à-dire quand vous saisissez un juge,
vous avez regardé la jurisprudence avant. En tant qu'avocat, vous dites, bah, faut y aller ou faut pas y aller, ou voilà les chances de succès. Donc, si la jurisprudence est totalement instable, bah, vous ne permettez pas aux justiciables d'avoir une confiance légitime dans le système judiciaire, puisque finalement, vous pouvez vous dire que ça peut être tout et son contraire devant un juge. Même si, dans la réalité, c'est un peu ça, hein. Parfois, il peut se passer vraiment n'importe quoi. Bon. Merci à toi. Une autre question de Gaby Poli à 20h37. Le médiateur de l'éducation nationale peut-il intervenir pour les examens relevant du ministère de l'Éducation? Alors, vous pouvez saisir le médiateur si vous estimez qu'il y a un litige. Mais là encore, le médiateur ne va pas substituer sa propre appréciation à l'appréciation du jury. Autre intérêt du médiateur, c'est que sa saisine suspend les délais de recours contentieux. Alors, on peut toujours le saisir, hein, ça mange pas de pain, mais en fait, bon, il va pas se passer grand-chose. Hein. Le médiateur de l'éducation nationale, c'est le médiateur de l'éducation nationale. Donc, en général, il ne désapprouve pas la décision de ses collègues. Merci à toi. Donc oui, Cléo, on voit ton commentaire. 500 en direct, bravo, c'est vraiment génial. Pensez à vous abonner, les amis. On partage si on a trouvé le contenu intéressant. Je pense que c'est forcément le cas. En tout cas, on a mis du cœur à l'ouvrage pour que ce soit le cas. Et évidemment, bah, dites-nous en commentaire si vous avez déjà été ajourné. Est-ce que vous saviez ce qu'était une décision d'ajournement? Et si vous avez été un jour face à un échec, face à un diplôme ou un examen, bah, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous auriez pensé à contester cette décision? Ça, c'est vraiment une réponse qui va m'intéresser. Merci à toi. Oui, Cléo, on a vu ton commentaire comme quoi donc une annulation d'ajournement ne donne droit qu'à repasser l'examen. Suite à ta question. Il y a deux questions de Natal la suite, enfin plusieurs, je pense qu'on peut évoquer en fait parce que... On va conclure mon cher Pierrick parce que la régie finit à 21h et... Très bien, ok. Pour mon chat Gauthier. Oui, et en effet, je pense que tu y avais répondu. De toute façon, les questions, c'était est-ce que l'examen est le même que prévu au départ? Ben non, ça va être un nouvel examen. Vous pouvez pas repasser sur le même sujet, forcément. Non. Voilà. Et donc, ça va être forcément conforme à différents programmes. Alors, on parle de quoi lundi prochain, lundi prochain, pour les 2 prochaines semaines, mon cher Pierrick, tu sais que je suis absent. Hein, je suis de l'autre côté du globe. Pour des déplacements professionnels et je profiterai à ce moment-là pour enchaîner avec quelques jours off. Et évidemment, je te propose, j'ai préenregistré l'émission de la semaine prochaine sur les effets thérapeutiques. Alors, je l'ai préenregistré, je l'avais déjà faite en fait cette émission puisque j'avais eu le plaisir d'être invité par l'association Aventurine. Et on aura ensuite une deuxième émission qu'il faudrait essayer de tourner mercredi si tu as quelques minutes, puisque nous parlerons dans 2 semaines de la responsabilité sans faute de l'État. Donc 2 sujets extrêmement intéressants, les effets thérapeutiques d'un recours en justice. On va plus être dans la philosophie juridique, mais en gros, ce que j'essaie de revenir, c'est quel bienfait peut-on attendre du simple fait de saisir un juge? Quels sont les bienfaits? Parce que oui, il en existe déjà, premièrement. Et de 2, on a essayé de les théoriser pour essayer de faire comprendre à ceux qui nous regardent, à ceux qui n'ont jamais saisi un juge, à quel point parfois ça fait du bien simplement d'être entendu devant une juridiction qui va pouvoir potentiellement vous donner gain de cause. Et ce, bien entendu, même si quand on saisit un juge, on n'a jamais aucune garantie de réussir à obtenir gain de cause. Hein, d'accord, hein, tous ceux qui vous diront c'est sûr on va gagner, ça marche pas. Hein, donc, ça c'est à fuir. Par contre, 100% des gens qui ont essayé, qui ont réussi, ont essayé. Et si vous faites rien, c'est 100% d'échec. C'est-à-dire si vous faites rien, c'est la situation actuelle. Donc là, quand on est soignant suspendu, on fait rien, on est sûr que on sera jamais indemnisé. Hein, d'accord, ça c'est sûr, ça n'arrivera jamais. Donc le seul risque qu'on a, c'est quand on fait un recours, potentiellement, c'est de gagner. Donc l'opportunité, c'est combien ça me coûte quand je fais rien versus combien ça coûte quand je fais quelque chose. Et c'est là où, à mon sens, il y a des bienfaits parce que d'agir, dans tous les cas, c'est toujours réparateur. Mais bon, je m'avance pas trop, on verra ça la semaine prochaine. On a déjà préenregistré l'émission, ça ne sera pas en direct. Et mon cher Pierrick, si cette semaine tu as une dispo, on prévoit une petite heure, responsabilité pour l'émission dans 2 semaines. On en parle si tu veux juste après en coulisses, ce sera forcément en soirée. Et ben en tout cas, merci à toi pour le travail. Merci également à la régie. Merci à toutes et tous pour votre présence. Pensez pour ceux qui nous ont rejoints à vous abonner, notamment aux 2 chaînes YouTube, David Guyon, avocat, et également Pierrick Thévenon. Vous pouvez également souscrire à la chaîne de David si vous souhaitez apporter une contribution pour tout ce travail qui est fait, de montage, etc., etc. Voilà, qui vous est proposé, puisque tout ça également a des coûts pour vous mettre à disposition, justement, on va dire, ce contenu gracieusement, on va dire, chaque lundi. Et également sur ma petite chaîne,
chaîne. Moi, ma chaîne n'étant pas monétisée, vous avez également un petit lien Tipeee si vous souhaitez apporter une petite contribution et voir si je peux m'équiper un petit peu mieux également pour les semaines à venir. En tout cas, merci à toutes et tous. On vous souhaite une bonne soirée. Merci la régie qui fait un super travail. Il y a quand même plein de choses, on va dire, qui ont très rapidement évolué également là ces quelques semaines. C'est très appréciable. Et il ne manque plus que d'avoir quelque chose. Moi, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour avoir une qualité un petit peu meilleure. Voilà. Bonne soirée tout le monde. À plus tard. Générique.